Bonjour N'Djamena, bonjour le Tchad et bonjour l'Afrique. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous vous l'avons promis, Africa 24 est bel et bien au cœur du processus électoral ici au Tchad, d'où nous émettons en direct à compter de ce soir. Et ce, jusqu'au soir du 10 avril, vous aurez droit sur Africa 24 à un programme spécial dédié à ce processus électoral. Aujourd'hui, premier jour, premier débat. Et nos invités sont déjà avec nous pour débattre du thème intitulé processus électoral et enjeux du scrutin. Pour en débattre, nous avons 4 invités sur ce plateau. D'abord, monsieur Mahmat Hissène, il est représentant du candidat Idriss Déby Itno. Merci beaucoup d'être avec nous. Également sur ce plateau, M. Célestin Topona, il représente le candidat Kebzabo Saleh. Merci de votre présence. Également avec nous, M. Jean-Bosco Manga, il est acteur de la société civile. Merci. Également avec nous, M. Akibou Masseidou, il représente le candidat Mahmat Ahmad Alabo. Merci. Et vous aussi, chers téléspectateurs, vous n'êtes pas en marge de cette émission. Vous pouvez participer, vous pouvez envoyer des réactions et même poser des questions aux candidats ou à leurs représentants par différents canaux. D'abord, tchad2016@africa24tv.com, tchad2016@africa24tv.com, par SMS à l'adresse, au numéro de téléphone 00235 65 53 13 39, l'adresse qui est affichée au bas de votre écran, et également par WhatsApp sur les réseaux sociaux 00235 65 53 13 39. Et pour entrer dans le vif du sujet, je vous invite à regarder un élément d'illustration, un élément réalisé par Lefty Mounou. La réussite de l'organisation de l'élection présidentielle du 10 avril 2016 préoccupe les différents acteurs impliqués dans le processus électoral. Pour mieux préparer ce scrutin majeur pour le Tchad, un cadre de dialogue politique a été mis en place en 2013 et a favorisé un climat de paix et l'implication de toutes les forces en présence dans ce processus électoral. Une nouvelle commission électorale nationale indépendante CENI a été installée pour ce scrutin. Cette institution est composée équitablement des membres de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition, sans oublier la présence de la société civile. Aujourd'hui, on doit se féliciter de la maturité donc des acteurs politiques qui aujourd'hui nous ont amenés à ce stade. La mise en place d'une CENI paritaire, vous-même vous venez de le dire, donc la majorité présidentielle est représentée, l'opposition est représentée, la société civile est également représentée, et donc tout ce qui est comme texte qui sort donc de la CENI ou bien qui encadre la loi électorale est donc l'émanation de l'ensemble des acteurs qui concourent ou bien qui gravitent tout autour de ce processus électoral. Donc on peut dire aujourd'hui que toutes les décisions prises par la Commission électorale nationale indépendante ou soit le consensus autour donc du recensement biométrique, tout ça est l'œuvre commune de tous les acteurs impliqués. La Commission électorale nationale indépendante en charge de cette élection s'active pour la réussite du processus électoral en cours. La distribution des cartes d'électeurs et la campagne électorale sont lancées depuis le 20 mars 2016 par l'institution. Cependant, certaines mesures prises, notamment pour la distribution des cartes d'électeurs, ne font pas l'unanimité au sein de la classe politique. Le seul problème que nous avons déploré, et c'est même le principal, c'est qu'on a souhaité aussi que le retrait des cartes électorales soit soumis également par le même processus, c'est-à-dire avec le kit d'identification des électeurs. 14 candidats sont en lice pour la présidentielle du 10 avril 2016. Parmi eux, le président sortant Idriss Déby Itno et les principaux dirigeants de l'opposition, dont Saleh Kebzabo. Pour la circonstance, des mouvements politiques se rallient aux partis politiques traditionnels du pays. Nous avons d'un côté les partis au pouvoir, le MPS, qui est également... Il y a d'autres partis politiques qui gravitent autour de ce parti au pouvoir, à peu près 112 partis qui soutiennent le parti au pouvoir, donc ils sont dans ce qu'on appelle l'alliance pour soutenir le candidat sortant, l'actuel président de la République. Et nous avons également, de l'autre côté, dans le camp de l'opposition, nous avons le parti de Saleh Kebzabo, l'UNDR, qui a aussi autour de lui quelques partis, une dizaine. Les acteurs de la société civile sont aussi impliqués dans le processus électoral en cours dans le pays. Les organisations de la société civile se sont regroupées en une plateforme pour mieux assurer leur mission de veille citoyenne.
Pour ce scrutin présidentiel, elles entendent déployer un nombre important d'observateurs dans les centres de vote sur l'étendue du territoire. Nous sommes en train d'œuvrer dans ce sens-là et nous pensons que les acteurs qui sont sur le terrain vont également œuvrer également dans ce sens pour éviter les crises. Et le peuple tchadien, il faut le dire, est un peuple mature. 6 260 000 électeurs sont appelés aux urnes pour cette élection présidentielle. Notons que la distribution des cartes d'électeurs a démarré à l'étranger le 25 mars 2016 et va durer 10 jours, selon le chronogramme publié par la CENI. L'acheminement du matériel électoral dans les régions du Tchad et à l'étranger a démarré le 26 mars 2016 et prendra fin le 8 avril 2016. Sur les 13 candidats qui seront face au président sortant Idriss Déby Itno, seuls 2 ont déjà participé à une élection présidentielle. Il s'agit du chef de file de l'opposition Saleh Kebzabo et Kassiré Koumakoy, leader du parti Viva RNDP. L'ancien Premier ministre Joseph Dimranga Dadnadji et le député Gali Ngote Gatar sont à leur première expérience. Merci à Lefty Oum qui a planté le décor dans cette émission. Alors, l'acteur de la société civile sur ce plateau, M. Manga, où est-ce que vous situez les enjeux de cette élection? Contrairement aux élections précédentes, je crois que c'est pour la première fois que le citoyen est plus actif pour participer à cette élection qui a beaucoup d'enjeux pour le citoyen, qui estime que c'est l'occasion aujourd'hui de se prononcer, de donner sa voix et d'être très actif pour voir l'issue de cette élection par rapport à sa vision de cette société tchadienne depuis plus de 25 ans. Donc c'est un enjeu, c'est une élection qui a un enjeu assez important et tous les citoyens, comme vous le voyez, sont plus actifs et plus regardants sur ce processus électoral et ne veulent pas laisser aux seuls politiques pour jouer le rôle dans ce processus électoral. Monsieur Topona, votre candidat est sur le terrain depuis quelques jours. Est-ce que vous avez constaté, de par l'accueil que les militants lui accueillent sur le terrain, est-ce que vous y avez lu des enjeux particuliers? Oui, tout à fait, parce que l'élection de cette année se déroule dans un contexte totalement nouveau. Parce que pour contrer la fraude, je crois que nous avons adopté au Tchad le processus de la biométrie. Et je pense que les militants qui ont accueilli le président de mon parti sont conscients que cette année, ce n'est pas comme les années précédentes et qu'ils auront la possibilité d'exprimer leur voix, leur vote en toute conscience et surtout qu'ils ne pourront pas avoir une déperdition de voix comme ils l'ont déploré lors des précédentes élections. Tout au long de cette émission, nous allons jeter un regard sur les instances chargées d'organiser cette émission. Je parlais de la commission électorale, on parlera de la biométrie qui a été adoptée cette fois-ci, on parlera du recensement biométrique aussi, mais avant, on va s'attarder un peu sur les enjeux réels. Pour certains, je parle à M. Akibou, pour certains, c'est le taux de participation, pour d'autres, c'est la transparence. Où est-ce que vous situez les enjeux de cette élection? Pour nous, le PLD, les enjeux de cette élection, c'est d'abord l'alternance. 26 ans d'injustice, 26 ans de corruption, 26 ans de détournement. Donc 26 ans de toutes les calamités que le peuple tchadien a vécues depuis l'événement de MPS au Tchad. Donc cet enjeu se constitue autour de ça. Il faut que l'alternance puisse arriver et nos militants sont prêts pour pouvoir répondre à ces mots d'ordre. Monsieur Mahamat Hissène, c'est votre candidat qui a gouverné le pays ces dernières années. Et quand on est président sortant, est-ce que les enjeux sont particuliers? Oui, bien sûr. Lesquels alors? D'abord, pour nous, il est important qu'il y ait des élections auxquelles participe tout le monde, des élections dans le calme, dans la transparence. Et si je peux faire un peu la genèse de ce processus, nous avons d'abord fait des discussions entre majorité et opposition sans la participation de la société civile en 2007. Les discussions ont duré 7 mois. Elles ont abouti à un accord sur le renforcement du processus démocratique et c'est de cet accord qu'on sort ici la plupart des lois que nous appliquons aujourd'hui. Cet accord est arrivé à son terme et nous avons renouvelé en améliorant la concertation, ce qui donne maintenant le cadre national de dialogue politique au sein duquel on révise toujours les textes quand il y a des couacs, on essaie de les améliorer pour que toute la
classe politique se sente en confiance et qu'elle participe aux élections, quel que soit son objectif. Qu'il soit l'alternance, qu'il y ait l'alternative ou que ce soit le maintien, chacun a besoin d'être en confiance quand il va aux élections. Et je pense que le nombre de candidats à cette élection augure d'une élection d'abord en confiance et augure également des résultats qui ne vont pas être contestés. Alors, parlons d'abord de la commission électorale, M. Manga, de la commission électorale, de sa composition. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a 17 membres de l'opposition, 17 membres de la majorité présidentielle, il y a 6 acteurs de la société civile, exactement tel que défini par le code électoral. Est-ce qu'on peut dire que sur ce point, au moins, il n'y a plus rien à reprocher au processus? Plus rien à reprocher, je dis non, parce que depuis quelques jours, on a un phénomène qui se développe partout dans le pays à travers des comportements qui sont très déviants et qui risquent d'entamer le processus en cours. À dire que des gens achètent les cartes d'électeurs pour reporter les numéros et les noms des électeurs. Je ne sais pas si c'est dans quel logiciel, mais on paye, on photocopie des cartes, on donne de l'argent aux intéressés, 25 000, 5 000, 10 000. Ces faits nous sont rapportés et c'est dans l'optique de préparer des fraudes. Et nous avons dit que si ces faits s'avèrent vrais, cela va mettre à mal... Mais est-ce que vous avez eu le temps de vérifier? Oui, nous avons eu le temps de vérifier. Et jusqu'aujourd'hui, les faits nous sommes en train de documenter les faits pour porter à la connaissance des acteurs. Parce que je ne sais pas si les autres acteurs qui sont avec nous sont au courant, mais il y a des dispositifs, parce qu'à travers les bureaux de soutien qui sont mis partout, comme les gens n'ont pas pu convaincre les électeurs à travers des arguments crédibles, on est en train de procéder à des déviances qui m'inquiètent actuellement et qui vont porter un coup dur au processus électoral. Monsieur Akibou, on a une commission électorale nationale indépendante. De par sa composition, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'elle est vraiment indépendante aujourd'hui? D'abord, avant de prononcer sur l'indépendance de la CENI, il faut d'abord dire que la CENI ne travaille pas dans une condition de parité. Et ça, c'est depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle n'est pas paritaire. Donc tout ce qui a été écrit dans la loi, tel nombre de partis politiques de l'opposition, de la majorité, de la société civile, elle n'est pas paritaire. Elle travaille dans l'illégalité depuis sa création. Alors, donnez-nous les précisions. D'abord, le code électoral dit qu'il faut 17 membres de l'opposition, 17 membres de la majorité au pouvoir, et puis 6 acteurs de la société civile. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Ce n'est pas le cas. Alors, donne des précisions. Donc, au niveau de l'opposition a 15 représentants qui travaillent au niveau de la CENI. Le 16e est passé où? Le 16e, c'est le candidat du PLD qui est maintenant le candidat pour l'élection présidentielle. On l'a empêché de pouvoir prêter serment avec des commentaires ou bien des choses qui ne sont pas valables. Je ne suis pas très sûr de vous comprendre. Il doit y avoir 17 membres pour l'opposition. Justement. Et vous dites qu'il y en a 15 aujourd'hui. Il y en a 15 aujourd'hui. Et depuis sa création, elle est 15. Oui. Il y a 15 seulement. Donc il y a un candidat qui est le représentant du parti PLD qui a été nommé par un décret et qu'on devrait le laisser prêter serment pour pouvoir travailler à la CENI. Et malheureusement, on l'a empêché de prêter serment. Toutes les tentatives que le PLD a fait à travers le ministère de l'administration du territoire, à travers le CNDP et également avec l'opposition n'ont pas abouti à rien. Jusqu'au jour où je vous parle, la CENI n'est pas paritaire. Sur ce point précis, je vais recueillir l'avis quand même de M. Mahamat Hissène. Est-ce que vous êtes au courant qu'au lieu de 17 membres, l'opposition ne compte que 15 membres au sein de la commission électorale aujourd'hui? Je viens d'apprendre il y a quelques jours qu'il y a un parti qui a retiré son représentant à la CENI, un parti de l'opposition, mais je n'étais pas au courant de la non-prestation de serment d'un 17e. Mais de toute manière, les décisions au sein de la CENI sont prises par consensus, elles ne sont pas prises par vote. Par consensus. Alors, je vais recueillir quand même le point de vue de M. Topona. Vous êtes au courant de cette affaire? Oui, je suis d'autant plus au courant que le candidat du PLD, qui a été désigné pour faire partie de la CENI, fait partie d'un regroupement qui s'appelle Coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution, CPDC, dont mon parti fait partie, fait membre. Et
il n'a pas prêté serment pour des raisons que nous-mêmes nous ignorons. Et il fallait cet acte juridique pour qu'il soit pleinement membre de la CENI. Il était en déplacement pour des raisons sanitaires à l'étranger lorsqu'il a été nommé. Et lorsque la cérémonie de prestation de serment a été programmée, il n'était pas là. Et je crois que ça va, d'après toutes les informations que j'ai, à son retour, il a donc demandé à prêter serment pour être pleinement membre de la CENI. Cette opération n'a pas eu lieu. Or, tant qu'on ne prête pas serment, selon la loi, on ne peut pas être membre à part entière de la CENI. Est-ce que vous avez saisi les autorités compétentes? Nous avons non seulement saisi les compétences, les autorités compétentes, nous-mêmes, en tant que parti UNDR, nous avons écrit à qui de droit pour réclamer que M. Ahmad Alabo puisse prêter serment pour nous représenter à la CENI, parce qu'en ce moment, nous sommes dans une situation illégale, comme l'a dit mon collègue, parce que la parité n'est pas totalement respectée. Et au sein de regroupement CPDC, nous avons usé de tous les moyens légaux possibles pour faire entendre aux autorités judiciaires compétentes pour que cette situation d'anomalie puisse être réglée. Et à l'heure où nous parlons, elle n'est pas réglée. Et effectivement, la CENI n'est pas paritaire au moment où nous parlons. Très bien. Monsieur Akibou, vous avez parlé de ces membres de l'opposition qui n'arrivent pas à siéger, mais vous avez parlé d'un seul membre, alors qu'il devrait en avoir 2 qui ne siègent pas. Vous avez dit qu'il y a 15 sur 17 qui siègent. Le second, il est passé où? Donc, à ma connaissance, il y a 16, normalement 17, et sauf seulement Mme Alabo, le représentant du PLD au niveau de la CENI, qui a été empêché de prêter serment. Donc, jusqu'à la dernière nouvelle où j'ai, il y a 16 candidats de l'opposition qui sont là. Et seulement le candidat, le représentant du PLD au niveau de la CENI, qu'on l'a empêché de prêter serment à l'heure où je vous parle. De toute façon, ça ne remet pas en cause sérieusement les choses. Ça remet en cause parce que nous voulons parler de l'indépendance de la commission électorale. Oui. Pour que la commission électorale puisse travailler dans l'indépendance totale et que ces décisions devront être acceptées par tout le monde, il faut qu'elles soient paritaires. Donc on n'a pas pris la loi pour rien. Donc pour que les choses puissent vraiment... Mais quand vous dites tout cela, vous indexez qui? Vous pointez un doigt accusateur sur qui? À qui ça profite tout cela, selon vous? On ne peut pas dire c'est qui. C'est qui devront laisser notre candidat prêter serment. C'est le Conseil, c'est le Cour suprême, je pense, qui devrait laisser notre candidat de prêter serment. Et le représentant du Cour suprême a refusé catégoriquement toutes les démarches engagées par le PLD, engagées par l'opposition, par le CNDP. Oui, donc quel argument quand vous les interpellez? Notre candidat était absent pour la première fois parce qu'il est malade, il est parti à l'extérieur pour se soigner. Il est rentré une seconde fois, on n'a pas programmé quelque chose, il a le rendez-vous pour aller voir son médecin. Il est parti voir son médecin. Et quand la programmation a été faite, on l'a appelé à l'extérieur pour dire que voilà, on va vous faire prêter serment dans tel jour. Alors qu'on sait pertinemment qu'il n'est pas au pays. Alors, lui, il a envoyé un SMS au président de Cour suprême ou constitutionnelle, je ne sais pas exactement, un SMS pour lui dire que moi je suis absent, je ne pouvais pas. Mais par SMS, ce n'est pas quand même un peu malvenu un SMS? Il aurait pu quand même saisir par les voies les plus normales, non? Parce qu'on l'a saisi, on ne l'a pas saisi par une voie normale. On l'a appelé au téléphone pour lui dire ça. Et ce n'est pas directement à lui, c'est par ricochet qu'on l'a saisi. Mais de toute façon, vous avez parlé des membres de l'opposition, oui. Alors il a envoyé les SMS et le monsieur trouve que le fait de lui envoyer le SMS, c'est une outrage à la magistrature et par conséquent, il ne va pas organiser sa prestation de serment. Le problème, il est là. Merci. Monsieur Manga, les acteurs de la société civile, ils sont 6. Ils sont entièrement représentés. Et ils jouent pleinement leur rôle au sein de la commission électorale. Ils sont représentés. Oui. Ils essayent comme ils peuvent pour... Pourquoi comme ils peuvent? Parce qu'on ne peut les laisser se prononcer que sur ce qu'on peut les laisser prononcer. Mais parce qu'ils ne sont pas parfois impliqués dans toutes les décisions avec des enjeux. Mais qui est-ce qui ne les implique pas? Mais c'est ceux qui sont... Parce que maintenant... eux, ils sont minoritaires parce qu'ils ne sont pas paritaires comme les autres.
Donc, de temps en temps, ils sont mis en minorité par rapport à la décision qui vient d'une part. Monsieur Mamatissène, quand on fait le recoupement de tout cela, on a comme l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz, hein, par rapport au caractère indépendant de la commission électorale. Je ne participe pas aux réunions de la CENI, et c'est maintenant que j'apprends certaines doléances de la part des membres de la CENI. Nous sommes représentés, nous aussi, dans le cadre du CNDP. Ça n'a pas remonté au CNDP à ma connaissance, j'ai jamais eu de compte-rendu de ce genre. Pour moi, il y a eu un consensus, et dans ce consensus, chacun fait de concession à l'autre et on avance. On essaie d'avancer. Moi, j'ai présidé le CNDP, j'étais le tout premier président du CNDP. C'est dans cet esprit qu'on a travaillé, et la CENI a été mise en place par la suite. Maintenant, j'apprends. De toute façon, il y a un grand effort quand même, il faut le reconnaître, un grand effort quand même d'avoir une commission électorale assez indépendante. Maintenant qu'il y ait des dysfonctionnements, peut-être ça reste à voir les acteurs directement impliqués pour leur demander ce qu'il en est réellement. On va évoluer dans cette émission et parler de la biométrie. Aujourd'hui, on va voter par rapport à la biométrie. J'ai entendu quand même un certain nombre de candidats reprocher un certain nombre de choses à cette biométrie-là. En l'occurrence, le candidat Saleh Kebzabo, donc que vous représentez ici. Nous n'avons pas, disons, de façon fondamentale remis en cause le principe de la biométrie. Au contraire, dans le cadre de nos activités, nous étions un des partis qui a lutté activement pour que nous changions de méthode dans le processus électoral pour éviter la fraude. Mais ce que nous avons déploré, c'est le fait que le processus biométrique n'a pas été suivi du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, après l'enrôlement des électeurs, il y avait une étape qui consistait à aller retirer sa carte sur la base de ce même principe. C'est-à-dire qu'il faut aller vérifier au niveau de la machine pour savoir que si vous êtes réellement le détenteur de la carte telle. Et ce processus a été occulté par le MPS en l'occurrence, puisqu'ils ont argué, les amis du MPS, le fait qu'ils n'auraient pas le temps nécessaire pour faire cette opération et qu'on allait procéder à un dépassement par rapport à la date prévue pour la fin des opérations électorales. Mais nous pensons qu'il y a anguille sous roche, parce que le principe de la biométrie a été accepté par consensus, de commun accord. Et il n'était pas indiqué qu'on puisse interrompre un maillon, ou du moins enlever un maillon de ce processus, alors que tout le monde s'attendait à ce que le contrôle du retrait des cartes soit opéré de la même manière que nous avons commencé l'enrôlement. Puisque nous avons sur ce plateau le représentant du candidat du MPS, il n'a qu'à dire pourquoi vous avez décidé de sauter une étape du processus. C'est d'abord la CENI qui a pris la décision et les partis devaient se prononcer sur la décision de la CENI. Et le MPS s'est prononcé sur cette décision en passant en revue les différents arguments avancés par la CENI. La CENI a estimé qu'au moment de la confection de la carte et dans la fabrication de la carte, il y a suffisamment d'éléments de sécurisation pour qu'on ne revienne pas encore à la machine avant de remettre les cartes. Surtout que nous avons eu beaucoup de déboires informatiques pendant le recensement électoral. S'il fallait aller jusqu'à l'arrière-pays avec les kits pour distribuer les cartes, il y a risque de bug et les gens risquent de ne pas avoir suffisamment de cartes. Donc, les membres de la CENI se sont réunis, ils ont estimé que la carte elle-même contenait suffisamment de garanties pour qu'elle soit remise à son destinataire sur la base du récépissé qui a été remis au moment du recensement. Merci. Donc, ce n'est pas le MPS qui a décidé de sauter cette étape. Nous avons évolué quand même. De toutes les façons, c'est du pareil au même, parce que nous savons le comportement de certains membres de la CENI par rapport à l'appartenance ou non au MPS. Nous connaissons dans ce pays. Je crois ceux qui sont allés là-bas sous le manteau d'un parti politique. Mais bien sûr, on aurait souhaité simplement que ce consensus-là soit respecté. Donc ne parlez plus alors du MPS qui refuse, mais c'est la commission électorale qui aujourd'hui, nous estimons que le MPS y est pour beaucoup dans ce processus-là qui n'a pas abouti. Alors que, comme je le répète, 16 représentants au niveau de la commission, 17 représentants au niveau de la commission. Ils sont majoritaires, comme je vous l'ai dit, puisque nous, l'opposition, nous ne sommes pas au nombre égal, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas au nombre à cause de notre camarade de l'opposition qui n'a jamais prêté serment. Donc aujourd'hui, la CENI n'est pas égalitaire, n'est pas paritaire. Monsieur Akibou, le fait qu'on ait raté cette étape-là, ou bien qu'on ait décidé de sauter cette étape-là, est-ce que ça remet en cause vraiment la fiabilité de cette biométrie-là? Je voudrais avant tout revenir encore sur l'indépendance.
Quand on avait créé la CENI, la loi dit que le président de la CENI devrait être quelqu'un de neutre. Or, le MPS est allé chercher quelqu'un qui est le président de la CENI parmi nous, les membres du bureau exécutif du PLD, pour venir le mettre. Et c'est après qu'ils ont modifié la loi électorale pour l'adapter à cette situation. Donc vous voyez, c'est tout ça, depuis le début, augure à une situation où la CENI ne serait pas indépendante. Tout ce que mon confrère vient de vous le dire, c'est une réalité. C'est le MPS qui est en train de jouer sur les choses. C'est le MPS qui nous a traînés pour dire que voilà, on n'a plus le temps, on va aller à des vides juridiques. Donc c'est une façon de nous pousser à des situations où le processus ne sera pas très bien organisé, le processus sera bâclé et par-delà, les voies de fraude vont être évidentes et ils vont en profiter pour faire passer leur candidat. C'est ça. Moi, je vous dis, moi personnellement, ma carte d'identité m'a été amenée à la maison. Votre carte d'identité ou votre carte d'électeur? Oui, ma carte d'électeur m'a été amenée à la maison alors que je ne suis même pas présenté pour prendre ma carte d'identité. Et imaginez combien de gens que de telles choses puissent passer. Combien de gens qui ont ramassé les cartes des autres pour partir avec. On ne peut pas vraiment dire que rien que ça déjà dit que vraiment le processus n'est pas vraiment... Vous avez été mis au courant de tout cela. Est-ce que réellement, selon vous, en tant qu'acteur de la société civile, le MPS joue ou tire la ficelle quelque part au niveau de la commission électorale? C'est un peu ça ce que je venais d'expliquer. Je disais qu'actuellement, les gens sont en train de vendre les cartes, où ils prennent des cartes des électeurs contre de l'argent. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller intégrer des noms et puis des numéros dans des bureaux de vote où ils ont déjà identifié, et que le jour où vous allez vous présenter pour voter, on tape votre nom et puis ça sort déjà que vous avez voté pour l'OMPS parce que vous avez déjà pris 25 000 francs contre votre carte. Donc on photocopie la carte ou bien on scanne et on amène. Et ce phénomène se déroule actuellement. On va marquer une pause dans quelques instants, mais avant il faudrait quand même que je donne la parole à M. Mahamat Hissène. Alors apparemment... Ajouter des noms sur la liste. Apparemment vous tirez les ficelles et vous modifiez aussi les règles du jeu pendant le jeu. Ajouter des noms sur la liste suppose une complicité sur toute la longueur jusqu'à l'intérieur de la CENI. Ce qui n'est pas impossible. Les gens sont présents dans la CENI. Au moment de discussion, quand nous avons voulu arriver à l'accord sur le renforcement du processus démocratique, nous avons simulé tous les cas de figure. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'en tant que les hommes ne seront pas en confiance entre eux, il y aura toujours des doléances. Les gens vont dire oui, tu as voulu faire ceci. Parfois, celui qui se plaint a imaginé un processus que celui qu'il incrimine n'a même pas eu dans l'esprit. Parce que pour que les gens achètent des cartes et qu'ils les utilisent, il faut que les noms figurent effectivement dans un bureau où ils vont aller faire cela. Et s'ils veulent ajouter des noms sur la liste, ça veut dire qu'ils contrôlent déjà la CENI. Si on contrôle la CENI au point de pouvoir inscrire des noms, on n'a pas besoin d'acheter des cartes. On met des résultats. Donc nous sommes tous dans cette CENI de façon paritaire. Et j'insiste sur le fait que les décisions sont prises par et j'insiste sur le fait que les décisions sont prises par consensus. Et c'est pourquoi parfois les partis politiques s'en prennent à toute la CENI. Quand les membres de la CENI sont convaincus entre eux que tel processus peut déjà avancer, il arrive que les partis politiques s'en prennent à toute la CENI, y compris aux membres qui sont désignés par leur sensibilité. Mais on va certainement tester un mode. On va voir le résultat. On va peut-être avoir plus d'assurance. Si on a des lacunes, on va encore essayer de boucher le trou. Donc vous voulez dire qu'au niveau de la commission électorale, les décisions sont prises quand même pour empêcher ceux qui ont des velléités de fraude? Oui. Mais maintenant, quelles sont ces dispositions? Ce sera peut-être un membre de la commission électorale qui sera ici pour pouvoir nous expliquer tout cela. Donc, les décisions sont prises. Mais une chose importante, c'est que M. Mahamat Hissène dit que les décisions sont prises au niveau de la commission électorale de manière consensuelle. Ce n'est pas par vote. Donc même s'il y a un membre qui est défaillant, je crois que les décisions, on va tenir compte de ce que les autres disent quand même, non? De manière consensuelle. Non. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Je vais vous faire une proposition. Je vais faire une proposition. Nous allons rapidement marquer une pause. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On marque une pause, on vous retrouve dans quelques instants.